Tokyo Radio. Antoine Nusse, Tokyo Radio. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Salut Laurence. Salut, bonsoir. Donc Laurence, c'est un photographe de mode, énormément, pas que Portrait. portrait. Je touche à tout en fait. Magnifique photographie. Donc Laurence Laborie m'a présenté Antoine Nusse. Et on est dans des conditions d'arrive, alors pardon d'avance pour les petits bruits qui pourraient venir de la cuisine, on est dans une crêperie. Et Antoine Nusse, c'est mon premier ranger. Je pense que ce sera le dernier. Il y a peut-être moyen. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est le seul que je connaisse. Ouais, je te souhaite d'en rencontrer d'autres. Ça voudrait dire Comme que... je connais Antoine depuis, 10 minutes à tout casser, on va le découvrir ensemble, Antoine. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Moi je pense que c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une super idée. C'est l'artiste de sa vie et sa vie est assez atypique. C'est Et- le premier spécimen que je rencontre. Et rock'n'roll, parce que bon, c'est rock'n'roll. quand même voilà. Aventurier. C'est essentiel. Vivant jusqu'au bout des griffes. Ouais. Donc pour tout avouer, Antoine, moi jusqu'à Texas Ranger, je savais pas que les Rangers, ça pouvait faire autre chose que... Mettre des coups de pied et Voilà, ouais, et mettre je sais pas, des amendes, j'en sais rien. des amants. Non, Antoine a une mission qui est de protéger les peuples racines et les animaux. Et le lien entre les animaux et ces peuples-là, et nous, de toute façon, la société. C'est ça, oui. En fait, dans la vision très européenne, un ranger, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans la vision américaine, ça ressemble à un officier, un policier qui fait respecter la loi. Dans les lieux sauvages, c'est une personne qui va être garante de la sécurité de la nature, la protection des animaux, des peuples qui y vivent, et qui va essentiellement lutter contre le braconnage. Donc en Afrique, c'est bien connu. Mais c'est vrai qu'en Europe, moi, même mes parents ne savaient pas ce que c'était. Donc dès que tu dis ranger, effectivement, pour nous, surtout français, ça renvoie à Chuck Norris, le dimanche midi, Walker Texas Ranger. Voilà. Ils me voient avec un chapeau d'américain, et quand je leur dis que je suis en Afrique du Sud, ils se disent « Bah, t'es pas aux États-Unis ?» Je dis « Non. » Voilà. Quel âge tu as, Antoine? 31 ans. 31 ans, magnifique. Et à 31 ans, quels sont les pays que tu as parcourus déjà? Ouais, il y en a un petit peu lié à la conservation, à la faune sauvage, tu veux dire ou... Ouais. J'ai commencé en Afrique de l'Est. J'ai commencé en Tanzanie où je suis devenu guide safari là-bas. Ensuite, je suis allé plus au sud. Je suis allé au Mozambique. Je suis passé par l'Afrique centrale, notamment le Congo. Après, l'Amérique du Sud, en Colombie, les États-Unis, en Arizona pour aller voir les Apaches, vivre avec eux pour comprendre ce que c'est qu'être un Amérindien, un natif américain aujourd'hui. La Polynésie française, Tahiti, Mooréa, pour comprendre leur lien avec les baleines et parler de conservation des baleines là-bas aussi. Et là, je pars dans 3 jours en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Et ensuite, je vais dans le sud de Bornéo, donc la partie indonésienne, pour travailler dans une réserve où on réintroduit des orang-outans et des ours malais. Qu'est-ce qui t'anime dans cette activité-là? Déjà, la passion des animaux. Moi, petit, je me rêvais vétérinaire. Et j'ai toujours été subjugué dès qu'il y avait un animal à côté de moi, que ce soit au départ un chien, un chat, des insectes, des oiseaux. Et après, évidemment, National Geographic, les reportages animaliers, les documentaires animaliers m'ont toujours fait rêver. Je pense que déjà, c'est le premier Disney que j'ai regardé, Le Roi Lion. Et je me déguisais en lion. Et je mettais toutes les peluches du Roi Lion juste à côté de moi. Et je le regardais en boucle. Et du coup, je devais avoir une fascination pour les animaux à travers Le Roi Lion. Et je pense que ça a commencé de ça. Enfin, je prenais les tupperwares de ma mère, je mettais des insectes que je trouvais dans le jardin. Puis à l'âge où t'as la fascination de la nature, t'apprends ce que c'est la mort, tu trouves des animaux morts. Moi, j'ai ramassé un écureuil, je l'ai mis dans les chaussettes, dans le tiroir à chaussettes de mon père, juste pour le ranger et le regarder plus tard. Il est resté là pendant 2 semaines et puis ça a embaumé la maison, par exemple. Voilà. Je pense que le lien humain-animal, il m'a toujours fasciné. Et c'est ce discours qui est pas verbal. C'est ça qui m'intéresse. C'est, qu'est-ce qui fait que nous aussi, on est des animaux, mais qu'est-ce qui fait que nous, on a la parole et est-ce qu'on peut réussir à communiquer entre différentes espèces en comprenant le comportement de chacun. Donc là, tu es officiellement ranger. Ouais, très récemment.
Comment ça s'est passé pour accéder à cette fonction? C'est déjà, il y a alors c'est un organisme qui s'appelle Global Conservation Force, qui est bien connu en Afrique, en Asie aussi. Il y a des premiers tests, en fait, ils ont fait un entretien préalable. Ils se renseignent sur nous, qui on est, si on fait pas du braconnage, si on n'est pas là justement pour prendre des informations. Et ensuite, rendez-vous sur place, les premiers tests physiques. On signe des décharges de sécurité. Voilà, si on meurt du canon d'un braconnier ou de la bouche d'un lion, c'est la même chose. Et du coup, voilà, ça commence comme ça. La première semaine, c'est l'écrémage. Et au bout du deuxième jour, il y a déjà un candidat qui a été mis à la porte. Et ensuite, deuxième semaine, troisième semaine, il y a une déformation avec aussi les chiens, la brigade K9. On apprend aussi. C'est aussi une relation entre l'homme et l'animal, comment le chien, lui, va sentir ce que nous, on ne peut pas sentir, retrouver les traces d'un braconnier qui est entré dans une réserve. Et les brigades montées à cheval aussi. Voilà, il faut s'imaginer que c'est les policiers de la nature, en gros. Laurence, tu veux intervenir? Pour le moment, non, mais je te laisse poursuivre. Quelle est ton émission, ton documentaire le plus fort, celui que tu as vraiment vécu très profondément, qui t'a peut-être le plus ému? Il y en a un sur Netflix qui s'appelle My Octopus Teacher. En français, c'est La sagesse de la pieuvre. C'est l'histoire d'un homme qui fait du documentaire, qui tombe en dépression et qui a plus envie de filmer des animaux. Il habite en Afrique du Sud et en fait, il trouve, comme pour passer le temps et essayer de sortir de sa dépression, le fait d'aller nager tous les jours devant chez lui. Et il rencontre une pieuvre. Et il se dit, je vais de nouveau sortir ma caméra et la filmer, cette pieuvre. Et en fait, il se rend compte que cette pieuvre, qui est un être ultra intelligent, le considère aussi. C'est pas juste quelqu'un ou quelque chose qui est dans son paysage, et une relation se crée. Et en fait, au travers de cette relation, il arrive à sortir de sa dépression parce qu'il crée une relation de proximité avec une pieuvre. Et du coup, ça devient une quête tous les jours. Il peut pas s'empêcher d'aller à l'eau pour essayer de la trouver et passer du temps avec. Et il y a une vraie relation qui est ultra poétique. C'est déjà, les images sont superbes, et deux, je trouve ça fantastique qu'un animal puisse aider un être humain à sortir d'une dépression. C'est souvent le cas, hein, pas seulement avec les pieuvres. Hein. Oui, non, mais en l'occurrence... Tu l'as vu, ouais, je l'ai vu aussi, c'est magnifiquement poétique. Ah, c'est fantastique. Et puis, c'est le milieu aquatique. Donc, nous, on est des espèces terrestres. Le fait que tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas le tien, et le simple fait que de devoir respirer à l'extérieur de l'eau, déjà, il y a cette distance. Il aimerait passer le maximum de temps dans l'eau, mais il est obligé de remonter. Et il n'est pas avec des bouteilles, parce que ça ne nécessite pas d'avoir des bouteilles, mais du coup, il faut remonter. Il faut accepter les moments où tu vas peut-être la perdre de vue. Il y a peut-être un requin qui va essayer de passer, lui arracher un tentacule. Et non, c'était ultra poétique. Et après, sinon, non, il y en a plein. Il y en a un qui s'appelle Kingdom of the White Wolf, de Ronan Donovan. C'est un documentaire National Geographic. C'est un homme qui part dans le cercle arctique pour essayer d'aller à la rencontre des derniers loups qui n'ont pas connu l'homme. Et en fait, il est obligé, dans sa relation à l'animal, de faire comprendre à l'animal qu'ils ne peuvent pas s'approcher aussi près, parce que potentiellement, s'ils rencontrent d'autres hommes, ça peut leur nuire, ça peut devenir des menaces. Et il doit gagner leur confiance. Et au bout d'un moment, la louve alpha laisse les louveteaux s'approcher, et lui, il est obligé de leur montrer qu'ils doivent reculer. Et c'est un crève-cœur, parce que tu vois, c'est l'image du chien qu'on a, tu retrouves à peu près les mêmes comportements chez le loup. À peu près. Et nous, dans notre imaginaire collectif, un loup, c'est un gros chien, et tu vois plein de similitudes, et tu as envie de le caresser, tu as envie de t'approcher, tu as envie de jouer, mais là, il faut renier tout ça, quoi. Il faut dire non, il faut que tu restes dans ton monde, que je reste dans le mien, ça sera beaucoup mieux pour toi. Et en tant que ranger, où commence ta mission et jusqu'où elle peut aller? Elle commence dans ce qu'ils disent en anglais intelligence, c'est les renseignements. Donc là, c'est pour ça que le poids des communautés locales, c'est super important. Pour prévenir un acte de braconnage, le mieux, c'est de savoir en amont ce qui se prépare. Qui connaît potentiellement des braconniers? Est-ce qu'ils savent leurs actions? Donc ça, c'est la première étape. Donc il y a déjà avoir un bon relationnel avec d'autres êtres humains, c'est super important. Et notamment la population locale, et ça va jusqu'à l'appréhension des braconniers, malheureusement parfois tirer sur des braconniers. Ça, c'est en cas d'extrême danger, si on sent que notre vie est en danger, s'il y a un acte
délibérée d'attenter à notre vie, là, on se doit de tirer. Et oui, ça va de la... Enlever les pièges, etc. Enlever les pièges, ça va de seconder des vétérinaires, ça va de faire des... Je sais pas, c'est ultra... Ouais, il y a plein de choses, en fait. Ça va de l'exercice pour rester en condition physique jusqu'à arriver sur des scènes de crime où un rhino a été tué, une femelle rhino a été tuée, il y a encore le bébé rhino qui est là, orphelin, ils l'ont pas tué. Il faut gérer la suite. Il faut appeler des organismes, des orphelinats de rhino pour qu'ils s'en occupent et que le bébé ne meure pas. Donc ouais, c'est ultra dense. Ça peut aller jusqu'à aller au tribunal et se porter partie civile, il me semble, pour décrire le fait et expliquer. Mais pourquoi est-ce qu'ils tuent le rhino? Parce qu'il y a une demande surtout asiatique, surtout en Chine et au Vietnam. Apparemment, la corne de rhino aurait des vertus thérapeutiques, alors que c'est simplement de la kératine. Hein, c'est nos ongles. Voilà, je leur recommande de manger leurs ongles, ça passera la même chose. Ou alors, ça ressemble aussi un peu à des cheveux. Une corde de rhino, c'est plein de fibres en fait, qui ressemblent à des cheveux très denses, qui forment un gros amas qui devient une corne. Donc voilà. Il y a ça, il y a de la défense d'éléphants, c'est de l'ivoire, c'est des dents. Donc ils vont tuer des éléphants qui vont avoir, je sais pas, 40, 50 ans, qui ont des défenses énormes, ils les tuent. Et ça peut aller jusqu'à tuer des grands félins, des léopards, des guépards, des lions, juste pour avoir des peaux et en faire des tapis, quoi. Donc, Et le taux de réussite de réinsertion des espèces dans les réserves où elles n'habitent pas, il est de combien? ça dépend où, ça dépend quelles espèces. Là, te dire un chiffre comme ça, c'est compliqué. La vérité, c'est qu'il y a des espèces qui s'habituent, du moins une certaine captivité, le temps qu'elles soient réintroduites, et d'autres avec lesquelles c'est pas possible. Des espèces qui supportent pas le stress, qui supportent pas la présence de l'humain, les zones confinées, et le stress les tue, ou alors c'est des trop de traumatismes. Tu vois, il y a des bébés rhinos, la présence de l'humain, c'est celui qui a tué ma mère. Et là, c'est compliqué. Et derrière, des traumatismes. Et c'est complexe. Mais non, donner un chiffre, c'est difficile selon les espèces, selon les régions, selon les processus utilisés pour les réintroduire. Parce qu'en anglais, on dit rewilding. En français, c'est réensauvagement. C'est un gros mot, un grand mot. Mais non, c'est compliqué. Il faut apprendre à l'animal qui va avoir besoin d'un humain sur une période donnée, mais petit à petit lui faire comprendre que c'était juste une période donnée pour lui donner un peu plus de chances de survivre, jusqu'à arriver à un moment où il faut qu'il se dise, bon bah voilà, j'ai compris, j'ai plus besoin de toi là, je peux de nouveau redevenir sauvage. Quel est le documentaire sur lequel tu rêverais de travailler? Est-ce qu'en fait tu es ranger, tu réalises des documentaires, tu crées des contenus, Oui, il y en entre a autres choses? entre autres choses, oui. Là, donc, je pars en Malaisie. Je vais m'occuper d'orangs-outans et d'ours malais qui ont été victimes du braconnage. Et donc, on va en faire un documentaire. Et un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la panthère des neiges dans l'Himalaya, le fantôme de la montagne. J'ai été fasciné depuis petit. J'avais je sais pas quoi, un classeur, un cahier où tous les articles liés à la panthère des neiges, j'arrachais des pages, je les collais et j'étais incollable. Donc pendant longtemps, ça m'a fasciné. J'aimerais beaucoup. C'est une quête, tu vois. C'est très difficile à observer. Elle peut être à 60 mètres de toi. Tu la verras pas parce qu'elle arrête de bouger et elle se fond dans son décor qui est la montagne. Ça, c'est fantastique. Et puis le problème, c'est que j'ai décidé de vivre ma vie pour réaliser mes rêves. Et En quoi c'est un problème? parce que quand ça devient vite des objectifs plutôt que des rêves irréalisables. Et c'est juste qu'il faut gérer la frustration de savoir quand et comment ça va être possible. Et pas se dire c'est un vieux rêve que je pourrais jamais faire. Dans ma tête, quand je pense à un animal, je veux le filmer, je veux aller le voir, je veux en parler et je veux parler de sa conservation. Et du coup, après, c'est plutôt... c'est ça, c'est comment et quand. Parce que rêver, c'est génial. Je suis un grand rêveur, mais j'adore accomplir. Et je me trouve frustré quand je peux pas le faire. Et tu trouves toujours des soutiens autour de toi? Est-ce qu'il y a des mécènes qui viennent vers toi? Ça me fascine. Et là, il a fallu que je me débrouille parce qu'on est dans un monde aussi qui va très vite, qui est très connecté et où les idées valent plus grand-chose jusqu'au moment où tu les réalises. Donc avoir des idées, c'est bien, les réaliser, c'est mieux. Et en fait, tu commences à avoir du poids, à être crédible quand tu as déjà fait des choses
Et au moment où il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que on te donne l'heure seulement quand tu as une montre. Et moi, je vis ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais plein d'idées et j'expliquais ma passion, ce que je voulais faire. Mais si t'as rien à montrer, c'est aussi difficile. Il faut se mettre dans leur peau. Et dire oui, bah t'es gentil mon garçon. Là, j'avais 20 ans. Oui, c'est bien. Filme des animaux. On verra plus tard. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. Et ça a un peu plus de poids. Et effectivement, sur les réseaux, bah, ça marche un peu. Et du coup, bah, là, t'es plus crédible pour des gens qui, finalement, te parlaient il y a 10 ans et t'as pas beaucoup changé, toi. T'es toujours le même. Tu voulais leur dire, bah, vous m'avez pas donné l'heure il y a 10 ans, et là, maintenant, vous voulez être avec moi, faire ci, faire ça. Donc, voilà, j'ai pas de mécène, mais il y a des gens dans le milieu de la production, des médias. T'as pas des fondations? Les fondations, non. Je pense qu'il faudrait que je tape plus aux portes. Mais c'est l'objectif de 2026, c'est faire un peu de réseau, essayer de m'entourer des bonnes personnes Moi, qui si veulent. je peux t'y aider. C'est gentil. Mais non, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, Moi, alors, je prends toujours un exemple. C'est beaucoup plus facile d'être un gamin de 15 ans qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre, qui se filme et être suivi par des millions de personnes que vanter une cause qui me semble noble et qui nécessite peut-être un peu plus de moyens ou différemment. Mais voilà, cet écosystème, j'ai du mal un peu à le saisir. Aujourd'hui, des causes qu'on invisibilise ou auxquelles on fait pas vraiment attention. On dit des grandes phrases. Ah oui, c'est vrai, il y a tant d'animaux qui meurent. Ah, on est 6e extinction de masse. Ouais, ok. Puis ça nous dépasse. Mais WWF, tu les as contactés? Non, je les ai pas contactés. Ils sont unreachable. En fait, il y a aussi ce truc où c'est des grands noms pour moi. Tu vois, c'est un peu les images d'Épinal. Et je veux me sentir digne et ultra légitime d'arriver, d'être prêt. Et parce qu'il y a une chose, moi j'ai du mal, c'est perdre du temps. Et faire perdre du temps, pour moi, c'est encore plus difficile. Donc si ils estiment que je vais leur faire perdre du temps parce que je suis pas à l'étape qui nécessiterait que je collabore avec eux, ça sert à rien. C'est pour échanger des mails, se rencontrer. Oui, mais on verra. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'il y ait de l'action. On se rencontre, il se passe des choses, on met des choses en place, on le fait. Mais non, voilà, je suis dans une construction, tu vois. L'avantage de ce genre de métier, c'est que tu n'as jamais fini d'apprendre et il y a toujours un après. Et je suis toujours dans l'après. C'est-à-dire que là, j'ai atteint une marche de l'escalier, je vise celle d'après, et celle d'après, et j'ai envie que mon escalier, il se termine jamais. Et ton but final, Si je peux, c'est qu'en tant que Français et Européen, je puisse me servir de l'expérience de ces peuples autochtones qui cohabitent et qui coexistent avec la faune sauvage, parfois de manière pacifique, parfois un peu moins, mais trouver des solutions pour que nous, nos grands prédateurs, qui sont le lynx, l'ours et le loup, on trouve des solutions de vivre ensemble. Et qu'on explique aussi aux bergers, effectivement, bah oui, vous allez potentiellement perdre aussi du bétail si vous ne mettez pas des mesures, si vous ne prenez pas les devants, et que votre seule solution, c'est de tuer l'animal sauvage pour se dire au moins, on ne se fera pas manger du bétail. Alors, je l'entends, hein, c'est une perte sèche pour un éleveur. Mais il y a plein de moyens aujourd'hui. Comment tu m'expliques qu'un Maasai, qui est en plein milieu du Serengeti, ou une Ngorongoro, il vit entouré de lions et il vit que par son troupeau, bah lui, il a décidé de plus tuer les lions. Et il comprend comment il peut faire. Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est qu'on a une vision à court-termiste en Europe, parce que les intérêts financiers, ils passent avant un bien commun. Et encore une fois, c'est légitime, parce que les agriculteurs ils perdent du bétail, c'est une perte sèche, c'est une perte financière, et je comprends, ils luttent énormément pour survivre, déjà. Mais c'est difficile. Les causes qui nous dépassent, c'est difficile de les faire vivre. Parce qu'à long terme, l'agriculteur, il doit faire manger sa famille, ce soir, tu vois. Donc je comprends et j'essaye de rester objectif et de rester le maximum du temps au milieu. Mais j'explique. Et si je peux à la fin de ma vie œuvrer et dire j'ai participé à ces actions communes on trouve des moyens de vivre ensemble avec des grands prédateurs, effectivement ça nécessite un prix à payer, il y a des sacrifices à faire comme dans tout. Et en me servant des peuples autochtones que j'ai rencontrés, je serai content. Tu nous parlais des Komodos. Ouais. Et alors ça m'a vraiment intrigué. Tu me disais, les Komodos, en fait, avant, c'était des petits lézards. Oui, en fait, au terme de... C'est juste qu'ils ont trop mangé de grenouilles ou il s'est passé quoi? Il y a évidemment l'alimentation qui a changé, parce qu'un petit lézard qui va manger des insectes, et on termine sur un dragon de Komodo qui va avaler des chèvres, il y a une évolution. L'évolution, la sélection naturelle, elle a fait qu'il y a des phénomènes de gigantisme qui se sont créés, et le but, c'est d'essayer de comprendre comment, pourquoi et comment.
Qu'est-ce qui fait qu'un petit lézard de base, qui sortait de l'eau, qui était plutôt amphibie, s'est retrouvé à mesurer 3-4 mètres et s'en prendre à des gros mammifères. Et ça, c'est super intéressant, le gigantisme, en fait. Et j'ai envie de me rendre sur Komodo pour en parler, pour rencontrer des experts locaux et échanger à propos de ça. Et tu te rends compte qu'en fait, en milieu insulaire, il se passe énormément de choses. Ne serait-ce que, je dis ne serait-ce, Madagascar, c'est énorme, mais pourquoi il y a des populations de lémuriens seulement à Madagascar qui sont endémiques et il n'y en a pas dans le reste de l'Afrique? Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un isolement, ça crée des conditions et des microcosmes des écosystèmes et les populations évoluent. Et grâce à la sélection naturelle ou à cause de la sélection naturelle, il y a des évolutions phénotypiques qui font que les animaux changent. Pourquoi en Australie il y a des kangourous, il n'y en a pas ailleurs? C'est une île et il y a plein d'endroits dans lesquels les îles jouent un rôle fondamental dans la transition d'espèces, si je peux dire. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des mammifères marins? Ouais, notamment au Mozambique. Là, j'ai collaboré avec un centre de recherche qui se trouve à Ponta do Ouro, qui est dans le sud du Mozambique. Et eux s'intéressent ils s'intéressent aux relations interespèces et l'impact de l'homme sur les populations de dauphins sédentaires. Et en gros, là, moi, je suis resté 3 mois et on essaie d'aller en mer dès que les conditions nous le permettaient. Il y a une femme géniale qui s'appelle Angie Gulan, qui est sud-africaine et qui vit au Mozambique depuis, je crois, une trentaine d'années si je ne me trompe pas. Et elle a noué une relation particulière avec certains dauphins. Elle va en mer quand elle peut. Et du coup, j'ai essayé de la seconder. Et j'ai créé une relation de proximité, pas autant qu'elle, mais ça a pris du temps avec ces dauphins. Au point où, à la fin, au départ, ils ne me faisaient pas confiance. Au départ, ils ne t'approchent pas, ils te chargent, ils sont craintifs. Et plus ils te voient, plus ils étudient ton langage corporel. Et encore une fois, il n'y a pas de mots, tu vois. Tu es dans un environnement aqueux, tu es dans l'eau, tu n'es pas dans le tien. Et il faut leur faire comprendre par tes mouvements ou ton manque de mouvement ou ta plénitude. Tu leur fais comprendre que tu es un ami, tu n'es pas une menace. Et après, il se crée des relations, des moments fous où on t'apporte un morceau de poisson, on t'amène des algues qui sont sur le plancher océanique et comme un chien jouer avec une balle, il te laisse devant toi dans l'eau l'algue, l'air de dire bon bah vas-y attrape-la, tu me la lances et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc ça c'est fantastique, c'est des relations incroyables où ça se passe de mots et je suis pas forcément porté sur les énergies ou quoi que ce soit. Pour moi c'est plus je sais pas trop comment le définir. Il y a un moment où on comprend l'un et l'autre que on est des espèces différentes, mais qu'on peut avoir un lien conscient, une interaction. Et c'est ça qui m'intéresse en fait avec les animaux. C'est de voir dans un regard, de voir dans une attitude, un mouvement, savoir s'ils nous considèrent comme une proie, comme un prédateur, ou comme quelque chose qui conscientise pas réellement, mais qui est là. Et comment il va réagir par rapport à ma présence. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça arrive, ça, surtout dans ma relation avec les grands primates. J'étais au Congo, dans une réserve où, on réintroduit des gorilles. Congo-Brazzaville. Et alors, c'est des grands cousins. Hein. On descend d'un ancêtre commun. Et ils ont 98% d'ADN en commun avec nous. Et quand on se plonge dans les yeux d'un grand primate, c'est fantastique. On a l'impression de voir un cousin de millions d'années en arrière. Et des choses qui fascinent. Par exemple, quand on se gratte. Moi, je vais me gratter le cou, par exemple. Je vais me faire comme ça. Et là, je vais me gratter. Et ils font la même chose. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une petite moue de bouche souvent quand tu te grattes là, le cou, comme ça, ils font la même chose. La position, les regards, les interactions entre individus. Tu vois, tu as l'impression que des fois, ils sont super contents, des fois, ils sont saoulés, des fois, ils sont amusés, des fois, ils vont rigoler. Et c'est ça ce qui me fascine. Je me dis, on est forcément des animaux à un maillon différent, une étape différente de l'évolution. Mais c'est nos cousins, ils sont comme nous. Il leur manque la parole. Mais les interactions entre eux, c'est fantastique. Et tu te rends compte que des animaux qui sont privés d'une certaine liberté, au même titre qu'un individu, un homme ou une femme que tu mets dans une prison, tout son monde va changer. Toutes ces interactions, elles vont changer. Toutes ces façons de se mouvoir, de parler, de penser. Et tu vois que ces animaux qui sont en captivité et après qui sont réintroduits, ils manquent parfois de sociabilité. Et ils doivent réapprendre les codes sociaux dans la nature, avec d'autres congénères. Ce ne serait pas aux humains de réapprendre les codes sociaux plutôt, non? Ouais, là, je conseillerais à pas mal de le faire aussi, mais c'est plus facile de travailler avec des animaux que des humains.
Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as craint pour ta vie? Oui. J'étais au Congo, là, on partait justement sur traquer des populations. Alors, traquer, c'est un mot en anglais, on l'utilise beaucoup, mais en français, on va dire euh, recenser des populations de gorilles sauvages. Donc là, on part en pleine forêt. Je suis le seul Européen. Je suis avec des populations pygmées. Et en fait, on part sur la trace des gorilles. Et on dort en pleine forêt. Et moi, j'aime bien ne pas créer de différence entre les populations locales et moi. Tu dors par terre, je dors par terre. Tu manges telle plante, je mange telle plante. Deuxième soir, on dort à même le sol. Et je me fais réveiller en pleine nuit par des cris. Juste à côté de moi, j'entends... En fait, il y avait un serpent à 60 cm de mes pieds. Et la première chose que je vois, c'est un grand coup de bâton sur la tête du serpent. Moi, je prends la caméra, j'appuie sur REC et j'arrive au moment où il met un coup de bâton sur le serpent. Et tu te rends compte à ce moment-là que oui, alors potentiellement, j'aurais pu mourir. Sauf que ce qui est important, c'est d'identifier l'espèce. Parce qu'il y a plein d'espèces qui ne sont pas dangereuses. Et même celles qui sont dangereuses, on n'est pas des proies pour un serpent de cette taille. Sauf que dans l'imaginaire collectif, et surtout du point de vue de la colonisation et de la religion, qui pour moi est une deuxième forme de colonisation, et d'esclavagisme même, le serpent, c'est le symbole du diable, c'est Satan, c'est celui qui a endoctriné Ève pour prendre la pomme. Bref, et dans les populations locales, souvent le serpent, c'est une menace. Et ils cherchent pas à savoir s'il est réellement dangereux pour l'homme ou non, si il a du venin ou non. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'il n'était pas venimeux. Donc voilà. Donc là, oui, j'ai encore un doute. Il faut que j'en parle à des experts. Sinon, il y a eu des moments où, avec les Maasai et une autre ONG qui s'appelle Copy Lion, on allait tous les matins, on partait. J'étais en plein milieu du cratère, enfin, de la zone de conservation du Ngorongoro. Et là, on partait pour, pareil, recenser les populations de lions dans la zone. Et là, on n'était pas du tout armés. On était 3. Mes amis qui s'appellent Kenny et Ndolok, qui sont des Maasai, avaient des bâtons. Et on marchait de 7h à 13h. Aller essayer de voir des lions, de les recenser. Et oui, on est arrivé à des moments où, suivant les zones où on se trouve et les moments de la journée, tu sais que tu es plus ou moins en danger. Si tu vas le matin aux aurores, c'est des populations de lions qui vont chasser. Il fait moins chaud. Et voilà, c'est des moments dédiés à la chasse. Alors que si tu vas vers 13h, tu vas vers midi, le soleil tape, ils sont potentiellement chassés. Ils font la sieste, et là, ça va. Donc tu peux te rapprocher de lions à une cinquantaine de mètres, et tu as des réactions. Il y en a qui sont curieux, il y en a qui, ouais, ça vaut pas le coup. Je vois, oui, je pourrais, si je veux, oui, je pourrais. Je pourrais t'attaquer. Non, pas assez dodu. Et puis voilà, force de marcher en pleine savane. En pleine savane, au bout d'un moment, tu perds du poids. Comment... T'es au cœur du sujet. Comment tu vois l'avenir? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les populations, à la fois locales et la société, l'ensemble de la société à cette problématique? Alors, ça dépend à qui on parle. Assez problématique, parce que il y a au moins une problématique par race animale, j'imagine. Oui, alors, je pense que ça dépend essentiellement de à qui on parle. Si on parle à des populations locales, il faut leur faire comprendre déjà très jeunes, grâce à l'éducation, que c'est leur patrimoine. C'est leur patrimoine vivant. Et qu'ils doivent être fiers de ça, ils le sont déjà. Et le but, c'est de le conserver. Ce sont eux les premiers gardiens. C'est les premiers gardiens. Et leur faire comprendre qu'en plus, du fait de l'ouverture sur le monde, il y a un enjeu financier derrière, dont ils peuvent bénéficier. Et ça peut aussi potentiellement changer leur vie. Tu vois, là, je faisais ce stage commando pour devenir ranger avec plein de Sud-Africains qui viennent des townships, et ça change profondément leur vie. Ils passent de jardinier un jour sur 2 à un ranger tous les jours. Et du coup, il y a, au point de vue social, ils sont respectés. Le fait de porter le béret vert, le fait d'avoir un uniforme, le fait d'avoir une fierté. Et il y a un salaire derrière. C'est-à-dire que la conservation, elle a un poids économique et qui va changer leur vie. Donc ça, c'est super important. Premièrement, l'éducation, parler aux enfants, et qui leur faire aimer, en fait, et leur faire être fiers des animaux qui se trouvent sur leur territoire. Et ensuite, ici, dans les populations plutôt occidentales, je dirais, c'est des problèmes qui sont à la fois très loin et qui dépassent la plupart d'entre nous. Mais il faut aussi
leur faire comprendre que venir en Afrique faire un safari et juste faire des photos et repartir, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais encore une fois, quand tu vois, t'es parisien, t'habites ici, on te parle de la conservation des lions. Oui, bon, écoute, je vais partir 2 semaines en Kenya ou en Tanzanie en safari. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, quoi? Donc là, eux, il faut leur parler différemment et justement, il faut qu'ils se rapprochent potentiellement des fondations, des ONG et des petites structures. Et moi, mon but, au travers de mon travail, c'est de faire connaître ces petites structures, ces petites ONG, ces petites assos qui sont au cœur de la conservation. Du processus. Du processus. Et de leur donner de la lumière. Parce que si on met un peu de lumière dessus, la moindre des choses, c'est d'utiliser cette lumière et d'allumer d'autres. Quels sont les plus grands risques? On a parlé du braconnage, la déforestation. Oui, tout est lié. En fait, il faut aussi comprendre que c'est des pays émergents. Au même titre que nous, on a eu la révolution industrielle. Et on a coupé pas mal d'arbres, on a fait fi un peu de la nature au profit du progrès technique. Et on continue. Et c'est difficile aussi, c'est de parler à des populations qui veulent beaucoup plus de confort, accéder au progrès tel qu'ils voient en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans les grandes mégalopoles, et arriver avec un discours moralisateur en disant alors par contre toi, malheureusement, non, tu vas pas pouvoir avoir le même accès au confort. Non, toi, faut pas que tu coupes les arbres. Oui, t'as froid, oui, trouve un autre moyen. Oui, il faut pas que tu manges tous ces animaux-là, parce qu'après, il n'y en aura plus. Oui, t'as faim, mais... Et arriver en donneur de leçons, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais c'est toujours compliqué. Il faut trouver... Oui, est-ce que c'est arrivé en colonisateur, voire en évangéliste? Exactement, les deux sont des colonisateurs, hein, mais oui, c'est... Surtout, moi, je suis blanc pour les gens qui m'écoutent, et arriver dans des populations qui n'ont pas la même coloration de peau que moi, au départ, t'es quand même un peu identifié dans l'imaginaire aux colons. Et le phénomène du white savior, c'est un vrai truc, tu vois, le blanc qui veut venir faire une action dans une ONG, venir en école de commerce. Ah, c'est super, j'ai construit un puits pour des enfants. Ça m'intéresse pas. Et du coup, j'essaie juste de trouver répondre à des problématiques avec des solutions concrètes et faire partie un peu du changement. Mais comme tu l'as compris, j'ai du mal avec les grands discours. J'aime bien les actions fortes, concrètes. Et non, oui, ces personnes-là, je les invite à soutenir des petites assos qui font des grands projets. Tu vois, ne serait-ce que... Alors, j'aime pas la récolte de fonds, j'aime pas lancer des trucs comme ça parce que ça bénéficie d'une très mauvaise image. Mais pour autant, un collier GPS pour un animal qui a été réintroduit, c'est une source de données et d'infos incroyable pour ces petites associations. Alors et parfois quand on aime et qu'on a envie d'agir, il faut peut-être pas vraiment vouloir venir voir. Il faut rester un peu en dehors, mais c'est difficile pour l'humain de faire ça. De pas être au cœur du changement, de se dire j'acte de loin pour le changement, je participe mais je peux pas le voir, je peux pas vraiment en faire partie, j'envoie juste de l'argent. C'est difficile. Il y a tellement de causes à défendre de nos jours, l'enfance, la maltraitance des femmes. C'est ça. Les gens sont perdus dans toutes les demandes. Chacun et ses il y a combats. tellement d'associations bidons aussi que les gens hésitent. C'est ça. Tu vois, dans les rues, moi le premier, là, quand je rentre parfois en France et que je vois ceux qui sont là pour UNICEF ou des choses comme ça, moi je ne donne pas. Et je comprends les gens parce que c'est difficile. On ne sait pas réellement où va notre argent et puis on ne sait pas la finalité. Enfin, voilà. En gros, voilà, l'éducation, premièrement, et deuxièmement, essayer de se renseigner et de mettre en lumière des petites ONG, des petites assos qui font des grandes choses. Mais ça, il faut vraiment que tu l'introduises dans tes formats, dans tes docus à la fin. Oui, carrément. Là, j'étais avec un centre Jane Goodall en Afrique du Sud qui offre des fins de vie à des chimpanzés issus de laboratoires de trafic. Et là, je suis passé vraiment par hasard devant. Je suis allé me présenter et je leur ai dit que j'allais leur faire une vidéo pour récolter des fonds, si ça peut leur servir. Et voilà, c'est des petites actions que je peux mettre en place si ça peut les aider. Et puis, Comment on peut te suivre? Sur Instagram, sur TikTok, je m'appelle Antoine Musy, M-U-S-Y. Antoine Musy, là il y a des documentaires qui vont sortir sur YouTube, notamment sur les baleines à bosse en Polynésie, et là sur toute cette formation de ranger, parce qu'en plus on l'a filmé et on en a fait un documentaire. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Ce témoignage vraiment précieux. Merci Laurence. Tokyo Radio.